Voilà, donc pour poursuivre par rapport à ce que William a dit précédemment, donc sur la didactique, on va déjà aller un petit peu plus loin. On va aller sur de la didactique de la planification de l'entraînement aujourd'hui. On va essayer de vous apporter les grandes lignes, les lignes de conduite pour éviter les pièges classiques en termes de planification. Donc à nouveau, on est dans un cours général, donc c'est-à-dire que tout ce qui est adaptation spécifique sera vu dans vos cours respectifs spécifiques. D'accord ? Avant d'aller plus loin dans l'élaboration de définitions et des différents points qui seront approfondis, il est nécessaire de commencer par quelques prérequis. Alors je ne vais pas les détailler en long et en large, puisque ces prérequis, vous êtes censés déjà les avoir, puisque pour la plupart, ces prérequis ont été vus au niveau 2. Ils ont été vus au niveau 2, et le plus important, c'est l'analyse qualitative de la performance qui a été proposée. Une analyse qualitative qui mettait en évidence des facteurs limitants dans chaque discipline. Il est important de bien comprendre et de bien maîtriser ça pour passer à l'étape suivante qui sera d'appliquer ce qu'on va vous dire aujourd'hui à votre discipline spécifique. Il est important aussi de se rendre compte que votre intervention, votre planification, elle va se faire dans un milieu environnant, avec des contingences. Il va falloir tenir compte du niveau de votre athlète, de votre contexte sportif, du niveau de compétition qui est souhaité, et enfin l'environnement dans lequel vous vous situez et votre athlète va se situer. Ces contingences ont été également évoquées. Il est important aussi de faire référence au cadre dans lequel va s'installer cette planification, d'accord ? D'un point de vue purement didactique. Un plan de saison va se construire sur base d'informations liées à l'athlète, mais aussi à la discipline. Et donc ce plan de saison va se construire en fonction d'objectifs liés à des compétitions, en fonction de la période dans laquelle vous allez vous trouver, et notamment sa durée, et enfin, en fonction du type de séance que vous allez pouvoir proposer et qui vont répondre à des besoins inhérents à l'athlète. Ces besoins sont en général mis en évidence par l'analyse de la discipline et par les facteurs limitants qui conditionnent la performance au niveau de l'individu. Autre grand point qui doit nécessairement être compris, ce sont les grands principes d'entraînement qui ont été vus au CG 222. On ne va pas revenir dessus, mais on a les principes d'adaptabilité. On va étayer un petit peu la notion de charge dans la présentation qui suivra. Il ne faut pas oublier le principe de réversibilité, surcompensation, progressivité et individualisation. Votre plan d'entraînement doit prendre en compte ces différents grands principes pour être optimisé. L'objectif à terme de la séance, c'est l'optimisation de la planification de l'entraînement. Vous avez déjà vu des notions de base. On va aller plus loin dans la démarche pour justement essayer d'optimiser. Ça ne veut pas dire que ce qu'on vous a proposé au préalable est toxique, évidemment. Mais le but ici, c'est de chercher une performance optimisée. On a fait au préalable une analyse qualitative de la performance, notamment via l'analyse des facteurs liés à la discipline. Maintenant, concrètement, sur le terrain, il faut à un moment donné passer au quantitatif. Bannister propose un modèle tout à fait quantitatif, c'est-à-dire que l'entraîneur va prévoir un plan d'entraînement et l'objectif de ce plan d'entraînement, c'est d'arriver à une certaine performance. Comment va-t-il faire ? En sommant une série d'entraînements, on va petit à petit essayer d'avoir des adaptations dites positives pour augmenter le fitness, la condition de l'athlète spécifique à sa discipline, tout en minimisant les aspects négatifs, la fatigue. On va améliorer un petit peu ce modèle, notamment en élaborant un peu plus en détail les concepts de dose-réponse. On passera à ce modèle et on arrivera à une définition de base, une première définition de cette planification d'entraînement.
Le concept de dose-réponse, c'est un peu comme en médecine. Lorsque quelqu'un est malade, on va lui donner un médicament. L'objectif, c'est de le soigner. Ici, on a un athlète. L'objectif, c'est de le rendre performant. Que va-t-on faire? Eh bien, on va lui donner une certaine dose d'entraînement. L'objectif étant, petit à petit, d'avoir une réponse qui est optimisée. Et on va voir qu'effectivement, avec une certaine dose de base, j'ai une réponse déterminée. En fonction de l'athlète, si j'augmente la dose, petit à petit, l'amplitude de ma réponse peut être meilleure, jusqu'à arriver à une réponse optimale en fonction de la dose qui est imposée. Si j'augmente encore cette dose d'entraînement, par contre, j'arrive à un effet où je n'ai plus de réponse, j'arrive à un plateau. Et à l'inverse, je pourrais avoir même une réponse qui diminue. Gardez bien ce schéma en tête, on y reviendra tout à l'heure. Donc, importance de calibrer la dose, donc finalement, calibrer l'entraînement que vous allez donner pour essayer d'optimiser la réponse de votre athlète. Parallèlement à ça, on constate que l'adaptation ici est en opposition avec le risque de blessure. Lorsque, au plus j'entraîne mon athlète de manière optimale, au plus il va être en forme et au plus je minimise le risque de blessure. Par contre, si je dépasse la dose, la réponse n'est pas meilleure et à l'opposé, je vais augmenter. Je risque d'augmenter le risque de blessure. On fait donc évoluer le modèle de Bannister. Mon plan d'entraînement, en quoi va-t-il consister? Ma planification, c'est administrer une certaine dose d'entraînement à mon athlète pour en attendre une réponse. Cette réponse de l'athlète, une réponse physiologique et psychologique notamment, va permettre d'augmenter le fitness, de minimiser la fatigue pour, à terme, espérer avoir un niveau de performance optimisé. Donc, un des éléments centraux va être la calibration de cette dose-réponse. D'accord ? Première définition donc de la planification de l'entraînement. Administrer une dose, c'est-à-dire séquencer des unités d'entraînement afin que l'athlète puisse atteindre des objectifs voulus et planifiés. C'est une définition qui est proposée par Issourine en 2010. On pourrait déjà la faire évoluer en ajoutant qu'il puisse atteindre les objectifs voulus et planifiés en maximisant son état de forme et en minimisant l'état de fatigue pour correspondre au modèle proposé par la suite. Un petit peu d'histoire maintenant. Parce que planifier l'entraînement, finalement, ce n'est pas nouveau. Déjà, il y a quelques siècles, pour ne pas dire quelques millénaires, la planification existait. C'était très empirique. Un exemple, Milon de Crotone, qui voulait être l'homme le plus fort du monde, a décidé de se préparer, de s'entraîner. Donc qu'a-t-il fait? Eh bien, tous les jours, il a commencé à soulever un veau. Ce veau, forcément, il a grandi, il a grossi. Donc finalement, sa charge a progressivement augmenté jusqu'à ce que ce veau devienne un bœuf. Il a continué à soulever un bœuf. Donc forcément, il s'est adapté, il a maximisé son fitness par rapport à son objectif. C'est de la mythologie, c'est une belle histoire, d'accord? Donc, on est ici pour illustrer. Mais il y a des prémices vraiment rédigées de cette planification de l'entraînement. Alors, on va faire un grand écart, parce que c'est ce qui ressort. Dès la Grèce antique, on retrouve des prémices de planification, et puis on fera un grand écart vers le sport moderne. Première prémisse de cette planification de l'entraînement ont lieu en Grèce antique, dès le IIe siècle.
Et le grand écart, eh bien, ce sera avec l'école russe, avec Matveyev notamment, dès les années 60 jusqu'aux années 80, et puis on verra l'évolution par la suite. En Grèce antique, eh bien, Galène et Philostratus, deux médecins, scientifiques et bien souvent philosophes par ailleurs, Galène a proposé un traité sur la préservation de la santé. Ce traité de la préservation de la santé était tout à fait général. Mais dans ce traité, il propose déjà des exercices tout à fait spécifiques. Une certaine catégorisation d'exercices. Donc en soi, il réfléchit déjà à une classification de ces exercices pour essayer d'optimiser et préserver la santé. Première étape dans l'élaboration d'une démarche vers un objectif, vers une certaine performance. Il proposait des exercices avec force en vitesse, des exercices de vitesse et des exercices intenses avec à la fois la force et la vitesse. On ne va pas s'attarder là-dessus, c'est juste pour illustrer. Deuxième exemple avec Philostratus, lui propose un essai dans lequel il va préparer les athlètes aux Jeux Olympiques. Et déjà, on constate qu'il différencie une période préparatoire de 10 mois ainsi qu'une période de préparation spécifique qui a lieu juste avant les Jeux Olympiques. Donc là, on a d'une part une réflexion sur des catégories d'exercices qui vont permettre de conserver la santé, et d'autre part, on a ici une première ébauche de planification pour arriver à un objectif précis, à une date précise, que sont les Jeux Olympiques. Puis après, bon, les modèles évoluent un petit peu, beaucoup basés sur l'empirisme, et puis on arrive justement dans ces années 60 avec les modèles de l'Union soviétique. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, le sport était une vitrine aussi tout à fait politique, donc la volonté de l'ex-URSS à cette époque-là, c'est de faire en sorte de montrer que les athlètes étaient les plus forts. Donc ils se sont penchés justement sur cette planification de l'exercice pour optimiser les performances de leurs athlètes. Évidemment, entre-temps, la médecine a fait des progrès. La science, la compréhension de la physiologie a été augmentée, mais également les sciences du sport ont augmenté aussi. On a commencé à s'intéresser, à mettre en place des choses tout à fait spécifiques au niveau du sport. Et donc Matveyev, lui, parle de l'entraînement comme une préparation à la fois physique, mais il inclut également les aspects technico-tactiques, intellectuels et moraux, donc plutôt psychologiques, à l'aide d'exercices physiques, en vue d'un objectif particulier. Son cheval de bataille, c'est de dire que, ok, j'administre une charge d'entraînement à mon athlète, il va se fatiguer suite à cette charge, mais grâce à une certaine récupération, eh bien, je vais pouvoir optimiser sa capacité de travail ultérieure. Ça, c'est vraiment le principe de base de leur réflexion sur la planification de l'entraînement. Et puis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont périodiser cette charge. Ils vont répéter la charge de travail de manière cyclique, tout à fait régulière. Et petit à petit, ils vont se dire, OK, dans chaque discipline, il y a des saisons qui historiquement collaient aux saisons terrestres, d'accord, c'est-à-dire les grands championnats en été à la belle saison. Et petit à petit, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont organiser cette charge pour justement arriver au top à un moment déterminé. Et eux vont apparaître en tout cas de manière beaucoup plus structurée, notamment les notions de quantité de travail et les notions de qualité de travail. Mais ils ne négligent certainement pas la notion technique. Et donc par rapport à une saison, on voit qu'ils vont subdiviser la préparation en grandes périodes, avec notamment des périodes préparatoires dans lesquelles le volume va être important, la qualité et l'intensité sera un peu plus faible, et puis progressivement, ils vont mettre
l'accent de plus en plus vers cette qualité avec un volume qui diminue, tout en augmentant le travail technique. L'objectif étant d'obtenir un pic. Vous connaissez ça. C'est ce qui est fait naturellement et c'est ce qui conditionne le modèle classique de planification. On reviendra notamment sur les différentes nomenclatures qui ont été données à ces différentes périodes. Un principe également sur lequel va se baser ce modèle de planification, c'est la modulation de la charge d'entraînement. Il est important de moduler cette charge à la fois en cours de semaine, c'est-à-dire à court terme, mais aussi à long terme, sur la saison, on vient de le voir, en termes de qualité et de quantité. Et notamment, un des grands principes, c'est le principe d'alternance. Pourquoi ? Par rapport au modèle qui a été présenté au tout début, tout simplement pour permettre à l'athlète de récupérer de ses charges lourdes et optimiser ainsi le travail lors des séances ultérieures. L'objectif étant d'augmenter les probabilités d'une réponse favorable, c'est-à-dire d'augmenter le fitness, tout en permettant la récupération et en réduisant, en permettant de limiter la fatigue excessive. Voici le modèle que vous connaissez, qui a déjà été vu dans le niveau précédent, avec la notion de préparation annuelle ou multi-annuelle, les macrocycles, mésocycles, microcycles, et enfin les séances d'entraînement. Alors ce modèle d'entraînement va permettre d'obtenir 1, 2, voire 3 pics lors d'une saison. Puisque dans ce modèle, en général, on constate que les périodes sont relativement longues. D'accord ? Or, il y a quand même une limite, c'est que le calendrier sportif actuel, l'évolution naturelle des sports et la professionnalisation justement des différentes disciplines, fait en sorte que 1 pic, 2 pics ou 3 pics, ce n'est plus une réalité de terrain. Si je prends l'exemple du tennis ou des sports collectifs, on demande aux athlètes d'être prêts à un nombre d'échéances beaucoup plus grand que 2 ou 3 échéances. Alors certes, il y a certainement un objectif principal en cours de saison, si je prends un athlète par exemple. Mais pour un joueur de tennis, il est nécessaire pour lui de défendre ses points en cours de saison, donc il doit être relativement performant à différents moments de l'année. Et donc là, le choix du modèle va aussi dépendre de la discipline envisagée. Donc on va faire évoluer, par rapport à cette constatation, on va faire évoluer ce modèle. Et ce modèle, eh bien, désolé si on ne le voit pas clairement, Issourine, dont je vous ai proposé la définition, eh bien, a proposé une alternative relativement intéressante qui permet justement de répondre aux exigences actuelles de terrain, notamment en termes de calendrier et notamment liées à la professionnalisation du sport. Alors, attention, ce que je vais vous présenter ici, ce sont des critiques que lui évoque par rapport au modèle traditionnel. Certaines sont tout à fait cohérentes, d'autres sont peut-être un petit peu moins relevantes par rapport à votre discipline. Là, ce sera à vous à faire le travail individuellement, justement, pour choisir et retirer un petit peu ce qui semble bon ou moins bon. Et donc, Issourine, il critique ce modèle traditionnel en disant que dans les différents blocs qui sont proposés, les différentes périodes, eh bien, on essaye souvent de développer beaucoup de choses en même temps. Et ça pose un problème. Ça pose un problème, désolé pour la clarté, notamment en termes de récupération. Notamment, également, en termes d'adaptation physiologique, puisque certaines voies d'adaptation vont arriver en opposition avec d'autres. Un exemple très concret qui sera revu, l'adaptation à un exercice d'endurance, eh bien, peut bloquer l'adaptation liée à un exercice de musculation, par exemple.
Et donc, il sera nécessaire d'agencer correctement ces séances les unes par rapport aux autres, puisqu'il peut y avoir une certaine opposition entre les deux. On y reviendra notamment dans le module intégrateur à ce niveau-là. Également, au niveau de l'aspect psychologique, si on demande à un athlète de développer énormément de compétences pendant une phase donnée, forcément, d'un point de vue concentration, d'un point de vue charge émotionnelle, ça devient très exigeant. Et pour certains athlètes, ça peut être un frein au développement normal et optimal des aptitudes. Il propose donc, en réponse à cela, eh bien, une subdivision des périodes. Une subdivision, et il va définir la notion de bloc. Un bloc, pour lui, c'est un cycle d'entraînement dans lequel on va développer un nombre restreint d'habilités spécifiques avec un volume qui va être également limité. D'accord ? Un peu plus large. Alors, deux grands principes vont s'additionner dans ce modèle. Le premier principe, c'est l'effet cumulatif de l'entraînement, c'est-à-dire qu'il va subdiviser le travail en des périodes beaucoup plus courtes, mais il part du principe que l'athlète, les adaptations vont se cumuler les unes aux autres pour au final obtenir une sorte de méga-adaptation. D'accord ? Et enfin, on a également le principe d'effet résiduel de l'entraînement, c'est-à-dire qu'il part du principe que l'athlète ne part jamais de zéro. Il possède toujours, au début d'un bloc, des adaptations liées au bloc précédent, même s'il y a eu une période de récupération. Et donc, on peut se permettre de commencer, de manière très concrète, avec des intensités qui vont être plus élevées, ou un volume de travail qui va être plus conséquent. Plutôt que le modèle traditionnel où, après la coupure, on avait tendance à recommencer très cool, avec de faibles volumes d'entraînement. Là, ici, on va cumuler les blocs en se disant que les blocs précédents apportent quelque chose au bloc qui va suivre, et donc on peut se permettre d'augmenter plus rapidement la charge de travail. Les blocs types qui sont définis, eh bien, on a un bloc qu'il va appeler accumulation, dans lequel on va développer les habiletés de base, endurance, force, coordination. Dans ce bloc, le volume a de l'importance, l'intensité sera moindre. Vous verrez la durée, on est sur du 2 à 6 semaines. Ensuite, on a un bloc qu'il va appeler transmutation. Là, on arrive dans du beaucoup plus spécifique. La durée est également relativement courte et on va développer tout ce qui est spécifique lié à la discipline. Donc là, référence à l'analyse des disciplines, c'est-à-dire que vous devez maîtriser ce qu'il est nécessaire d'améliorer et c'est là que vous allez placer les entraînements clés par rapport à la discipline envisagée. Et donc, on est là sur le travail des sources d'apport énergétique, on est sur le travail de la technique spécifique et également les aspects tactiques lorsqu'ils ont lieu d'être. Et enfin, on arrive sur la réalisation, comme il l'appelle, c'est tout simplement la période compétitive qui inclut également la période d'affûtage avant compétition. Et donc la durée des blocs, vous voyez qu'elle est relativement courte. Ce qui va permettre, au final, d'arriver sur une période annuelle, par exemple, à placer ici, de manière illustrée, jusqu'à 6 pics. Pourquoi ? Parce que chaque bloc étant beaucoup plus concentré, on va se permettre de pouvoir justement les additionner pour arriver au final à l'événement objectif avec des compétitions intermédiaires qui vont permettre justement de sommer petit à petit l'état de forme et d'optimiser la forme de l'athlète. Ça va ? En conclusion, par rapport à cette
première partie. Il est important pour vous, à l'heure actuelle, de pouvoir choisir un de ces modèles. On ne va pas vous en imposer un. Le dernier modèle que je viens de vous présenter, l'objectif, c'est d'optimiser par rapport à ce qui se fait actuellement dans une majorité de disciplines, liées au calendrier, à la professionnalisation, etc. Mais ça ne veut pas dire que le modèle traditionnel est toxique. Si on prend des catégories de jeunes, évidemment, ça peut s'appliquer totalement. Donc il est important de choisir un modèle qui convient et qui est choisi en fonction de l'athlète, de la discipline et de l'environnement au sens large, âge, etc. Et enfin, si on voulait conclure, c'est que quel que soit le modèle choisi finalement, ce qui est important, ça va être le travail sur la dose, sur la charge d'entraînement que vous allez apporter à votre athlète. Pourquoi ? Pour en essayer d'en dégager la réponse optimale en optimisant le fitness et en minimisant l'état de fatigue. Et c'est autour de cette charge que nous allons nous intéresser maintenant, autour de cette dose, nous allons redéfinir de manière plus précise justement cette notion de dose. Voilà Damien. Je change de présentation, si vous permettez.